Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes présentement en direct de nos maisons pour cette dernière émission des Illettrés transcendants. C'est presque la fin de la session et quoi de mieux pour la terminer que de se plonger dans l'univers culturel des étudiants et des étudiantes de langue, lettres et communication du Cégep de Sept-Îles. Ils ont entièrement préparé pour vous l'émission d'aujourd'hui, dans laquelle ils vous présenteront la critique de disques, de films, de jeux et d'un spectacle, ainsi que le défi que je leur ai lancé en septembre. Je suis leur professeur, Joanne Charret, à la barre, donc des illettrés transcendants. Pour commencer cette ultime émission qui durera un peu plus d'une heure, voici Cindy, le défi du prof, le film Antigone de Sophie Deraps, mais avant toute bonne chose, la bande-annonce pour nous donner une petite idée de cette tragédie des temps modernes. On est parti au Canada, mais juste avec ma grand-mère, mes deux frères puis ma soeur. Puis cette année nous a mis paix et prospérité. D'abord, maman, protégez-nous Et gardez-nous unis. La parole est à toi, Cindy. Oui, donc, dans le cadre de mon cours de radio, j'ai regardé le film Antigone, qui est sorti en novembre 2019, qui est maintenant disponible gratuitement sur la plateforme Crave ou sur vidéo sur demande. Antigone est un film réalisé par Sophie Deraps, une cinéaste de 47 ans originaire de Rivière-du-Loup. Elle a fait ses études à Montréal, à l'Université de Montréal, et est maintenant cinéaste, directrice de la photographie et une productrice québécoise. Elle a tourné aussi d'autres films, dont Les Loups, Le Profil Amina, Les Signes vitaux et Rechercher Victor Pellerin. Son film Antigone a représenté le Canada aux Oscars 2020 pour le meilleur film étranger et sera sacré meilleur film au prix Écran canadien. Ce film met en vedette Naïma Ricci dans le rôle d'Antigone, Hakim Brahmi dans le rôle d'Éthéocle et Rawad El-Zain, celui de Polynice. Ce film est une adaptation de la pièce antique de Sophocle. Dans cette adaptation moderne, il est question de solidarité humaine et de justice. C'est l'histoire d'Antigone, une jeune femme de 17 ans originaire de la Kabylie, immigrée au Québec depuis une douzaine d'années avec sa grand-mère, sa sœur et ses deux frères. Antigone vivra le deuil de son frère Éthéocle, tué dans une opération policière, et l'incarcération de son frère Polynice, qui est menacé d'extradition. Pour ne pas perdre le seul frère qui lui reste, elle le fait évader et devra ensuite faire face à la justice pour ce geste. Elle sera confrontée au monde des hommes, mais elle est une force inébranlable pour sauver les siens. Le film démontre bien la solidarité humaine, puisque tout au long du procès d'Antigone, plusieurs personnes supportent son geste d'humanité et créent un mouvement de solidarité pour les groupes minoritaires. Le point fort pour moi est sans contredit le jeu des acteurs. Naïma Ricci est une révélation. Son jeu est juste, crédible et tellement touchant. Je n'ai rien à dire de négatif. Ce film m'a touché et m'a amené à me remettre en question par rapport à la solidarité. Est-ce que je serais prête à me sacrifier moi-même pour sauver quelqu'un que j'aime? Sophie Deraps a restitué l'œuvre de Sophocle dans un cadre plus réaliste en conservant l'esprit plus que la lettre. Merci Cindy. Cette Antigone, en effet, avec ses cœurs, est une magnifique transposition poignante de cette tragédie qui, malgré ses 2500 ans, rappelons-le, n'a pas pris une seule ride. Maintenant, du 8 novembre au 3 décembre 2020, le TNM, Théâtre du Nouveau Monde, présentait en formule web une adaptation musicale du Petit Prince de Saint-Exupéry.
Cette sortie a donné l'occasion à Claire Elisa de ressortir les diverses adaptations de ce classique de la littérature mondiale qu'elle avait dans sa bibliothèque et de nous proposer une critique de l'une d'entre elles. La parole est à toi, Claire Elisa. Alors, la pièce présentée qui reprend assez fidèlement Le Petit Prince m'a effectivement fait retomber dans la lecture de mes classiques et de l'œuvre originale, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a été publié simultanément en français et en anglais en 1943 à la maison new-yorkaise Reynal et Hitchcock. Chacune de ces éditions contenait des aquarelles de l'auteur. Dans ce conte philosophique, le narrateur raconte sa rencontre dans le désert du Sahara avec le Petit Prince. Au bout de quelques jours passés ensemble, le jeune garçon explique au pilote comment il a quitté sa planète, l'astéroïde B612, lui parle de son voyage, de sa rencontre avec un roi, un businessman, un allumeur de réverbères, un géographe et d'autres personnages aussi excentriques, et de la façon dont il a apprivoisé un renard et appris son secret. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Une morale qui touche et qui parle à beaucoup de personnes, puisqu'il s'agit d'une des œuvres les plus traduites du monde. Et à la lumière de la récente adaptation faite par le Théâtre du Nouveau Monde du Petit Prince, je voulais vous proposer de plonger dans une autre œuvre québécoise un peu moins connue, Le Petit Prince retrouvé, de Jean-Pierre Davids. Né en Belgique en 1950, il a déménagé au Québec à l'âge de 13 ans. Si Davids est essentiellement traducteur, il a écrit plusieurs autres histoires pour enfants. Après une quinzaine de versions, il écrit et publie à la maison d'édition Les Intouchables en 1997, ce qui peut être considéré comme une suite de l'œuvre originale de Saint-Exupéry. Il reprend l'histoire du Petit Prince là où l'auteur français l'avait laissé. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors, soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste, écrivez-moi vite qu'il est revenu. L'histoire repose donc sur la lettre d'un globe-trotteur de salon, s'adressant à Monsieur de Saint-Exupéry, où il explique avoir bel et bien rencontré le Petit Prince. Alors qu'il partait en voyage pour la première fois, il fait naufrage sur une toute petite île déserte et se réveille un matin avec un jeune garçon lui demandant s'il était un chasseur de tigres. À la manière du premier livre, il raconte comment il a quitté sa planète et rencontré des individus étranges qui l'ont plus ou moins aidé dans sa quête. Un écologiste, un publicitaire, un mathématicien, un gestionnaire, entre autres. C'est une lecture assez facile et courte, de 85 pages, illustrée en couleur par Marie-Claude Favreau. Le style de dessin, bien que différent, fait écho aux aquarelles d'Antoine de Saint-Exupéry. Toutefois, et bien que cela soit tout à fait normal, le livre de Jean-Pierre Davids n'a pas le même impact sur le lecteur. Il y a certes des messages pleins de morale sur les publicités, sur les intellectuels qui cherchent un sens et une signification à tout, le racisme excessif, qui lui ne fait pas de sens, mais en somme, Le Petit Prince retrouvé est assez vide en comparaison de l'original. Un des points sur lesquels je suis en conflit est ce que vient apporter le livre en tant que suite. Même si Le Petit Prince nous dit « j'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai », la fin du premier conte est assez triste. Et lire la version de Jean-Pierre David rassure, nous disant que le jeune garçon va bien. Mais ça gâche un peu la morale de « l'essentiel est invisible pour les yeux », puisque toute la mise en scène créée par l'auteur français pour que l'enfant retourne sur sa planète est banalisée, puisqu'il peut toujours revenir et partir à sa guise. Somme toute, Le Petit Prince retrouvé est une lecture agréable et plus enfantine pour ceux qui ont apprécié ou un peu moins compris l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, malgré que rien ne vaut celle-ci. Merci beaucoup, Claire Elisa. Parfois, en effet, rien ne vaut les originaux et je dois avouer pour ma part que l'adaptation musicale de Nézet-Séguin m'a beaucoup plu. Vous pourrez d'ailleurs la voir sur le site de Télé-Québec pendant toute la période des fêtes. Pour nous mettre dans l'ambiance de la prochaine chronique, voici la chanson Pleurer des soleils, un duo qui réunit David Goudreau et Louis-Jean Cormier, jeune homme de cette île, sur l'album Nouveau matériel dont nous entretiendra Zachary. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde et gris. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde et gris. Faudrait pleurer des soleils
éblouir l'ennui. Pleurer des soleils, pleurer des soleils, pleurer des soleils. Sourire aux lèvres, vague à l'âme. Le vent se lève, les chiens s'écrasent. Tu regardes le monde, tu te dis que le monde, ça te regarde pas. Des monstres sous tes pas. Nu-pieds, les talons hauts, la tête aussi, en gratte-ciel. Sans pareil, en parallèle, des preuves plein la peau. La beauté est à l'intérieur. Dehors, on a tout sali. Le monde est gris, mais nous, on est couleur. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils, éblouir l'ennui. Pleurer des soleils, pleurer des soleils. Tu gardes les yeux ouverts, le regard cerné. Pour toi, la seule misère, c'est un esprit fermé. Ta joie de vivre, leur peine de mort. Écœuré de survivre, tu croques, tu mords, à pleines dents, en plein dedans. Bombe bohème de la grande noblesse. Ta langue soigne, tes mots blessent. Tu brises les cœurs, tu casses tes laisses. Tu craches sur les pièges, fier. Tu pleures comme tu ris. La liberté n'a pas de prix, mais t'es prête à payer cher. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils, éblouir l'ennui. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils, éblouir l'ennui. Des soleils, faudrait pleurer des soleils. Ta nuque ensoleillée, ensommeillée, mes fantômes. On va tirer les rideaux à bout portant. Coup de chance, tu portes bonheur. Pourtant, amulette, femme allumette, ma tête brûlée sur lit de braise. Je perds mon temps à te retenir. Tu sacs ton camp pour mieux revenir. Pleurer des soleils, faudrait pleurer des soleils. Et grande nouveauté de la semaine dernière, je me suis prise au jeu et j'ai lancé le défi à Zachary d'écouter ce disque. Et sachant que ce n'est pas trop ton genre de musique, Zachary, j'aimerais savoir ce que tu en as pensé. Oui, bonjour. Oui, en effet, je n'ai pas vraiment aimé ce défi, mais ça m'a permis d'aimer encore plus le genre de musique que j'aime écouter. Et bon, ça mérite d'être clair, en tout cas. Maintenant, sur une note plus objective, parle-nous de cet album et de l'artiste qui est derrière. Je vais vous parler de l'album Le Nouveau Matériel, que j'ai pas vraiment aimé, mais que ça c'est mon goût à moi. L'album, sorti le 4 décembre dernier, a été composé par David Goudreau. David Goudreau est un chroniqueur, romancier, poète et performeur québécois. Il est aussi reconnu pour avoir produit les albums Moins que lien, sorti en 2009, Approfondir, sorti en 2011, et La faute au silence, sorti en 2014. Il est également le premier Québécois à avoir remporté la Coupe du monde de poésie en juin 2011. L'album Le Nouveau Matériel compte également plusieurs autres artistes, comme Louis-Jean Cormier, Luce Dufault, Ariane Moffat, Manu Militari,
ainsi que Florence K. Et comment peut-on décrire l'album et quels sont les thèmes qui ressortent le plus? Le nouveau matériel est un mélange poétique et musical faisant écho aux préoccupations de l'époque. Les principaux thèmes qui ressortent sont la maladie mentale, la soif de justice sociale et la démence. Les textes de Goudreau sont d'ailleurs mis de l'avant sous diverses formes dans cet album, sous la forme de la chanson, du spoken word, ainsi que sous la forme du rap. Goudreau déploie tout son arsenal dans cet album. L'album fait aussi ressortir le meilleur de la poésie et de la musique. Il y a 12 chansons dans cet album, soit Être été, Mental malade, Le nouveau matériel, Pleurer de soleil, Battre mon cœur, Avril, Grand départ, La victime de trop, Léger léger, Coin bois vert d'Orion, Mémoire et J'en appelle à la poésie. Et quels sont les points forts, les points faibles de cet album? Je pense que le point fort de l'album sont les paroles, qu'il y a à travers toutes les 12 chansons du projet. La plupart des paroles sont de la poésie, ce qui rend les chansons très spéciales et différentes. Par exemple, dans la chanson Avril, Goudreau enchaîne les jeux de mots avec le mot fil. Comme par exemple, en avril, ne te découvre pas d'un fil, fil des jours, fil barbelé, fil conducteur et fil directeur. Je pense que le point faible du nouveau matériel est que l'album s'adresse à un petit groupe spécifique de personnes et non à tout le monde. Il faut vraiment que tu aimes ce genre de musique-là pour l'apprécier. Nous savons maintenant que tu n'as pas apprécié ou réussi à apprécier le défi du prof, mais est-ce que tu le recommandes? Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment aimé cet album. La seule chose que j'ai aimé, c'est le silence de mes écouteurs entre et après les chansons. Je le recommande pour les personnes qui aiment ce genre de musique-là, mais moi, je n'écouterai plus jamais ça. OK, bon, en tout cas, les ruptures de génération sont parfois bien cruelles. Car moi, cet album fait partie des grandes révélations 2020, tout comme l'album qu'a écouté Marianne. D'ailleurs, Marianne, pour ceux qui vivent sur une autre planète là, et qui ne les connaissent pas, qui sont les Cowboys fringants? Les Cowboys fringants sont connus pour leur message percutant et leurs textes engagés. Ils ont un style qui se démarque des autres groupes québécois et de loin. Ils ont un style folk, country et rock alternatif néo-traditionnel. Le groupe est composé principalement de Carl Tremblay, Jean-François Posé, Marie-Annick Lépine et Jérôme Dubras. Selon les occasions, Marc-André Brazeau, David Jesperson, Yvan-Noé Jolicoeur et Simon Landry peuvent faire quelques apparitions. Dominique Lebeau et Mathieu Baudry ont aussi fait partie du groupe. D'ailleurs, mention spéciale à J.F. Posé pour son travail remarquable, un gros morceau qui explique le succès monstre de ce groupe. Ils ont des fans partout à travers le monde, en particulier dans les pays francophones. À eux seuls, ils ont gagné plus d'une 50aine de prix et de distinctions. Pardon, excusez-moi. Donc, que représente ce nouvel album et en quoi consiste-t-il? Les Antipodes est un album de 10 chansons qui a été lancé en décembre 2019 et on peut dire qu'il a eu un succès éléphantesque. Contrairement aux autres albums, il n'y a pas nécessairement de lien entre les chansons. La violoniste précise qu'on trouve à la fois une face A et une face B, d'où vient d'ailleurs le nom Les Antipodes. Le groupe s'est mis d'accord pour dire qu'il s'agit du portrait d'une société qu'on connaît bien, de notre société à la fois moderne et déprimée. Sur cet album, on retrouve quelques points en commun avec leur premier album où le compositeur et le chanteur chantent en duo. De plus, quelques chansons de ce nouvel album rejoignent la signature un peu barbare et irlandaise des autres albums. La traversée de l'Atlantique en 1774 rappelle beaucoup la pièce Marine marchande de l'album Octobre. On a d'ailleurs beaucoup entendu la chanson L'Amérique pleure cet été. Que signifie cette chanson? Je crois que par ces moments gris, la chanson est tombée juste au bon moment dans nos vies. Elle est sortie en 2019, mais a connu son succès au printemps 2020. Elle a d'ailleurs été nommée chanson de l'année au Gala de la disque. Comme le souligne la critique Marie-France Bazot dans l'actualité, la chanson parle du regard du camionneur, qui est oblique. Il n'est pas au centre de l'Empire, mais de sa périphérie. L'Amérique souffre, elle est malade. Cette musique du country folk est toutefois entraînante et pleine de mélancolie. Comme la plupart des autres chansons, elle est écrite dans un franglais assez prononcé.
De plus, on parle du lien de terre qu'on partage avec les États-Unis, car après tout, nous aussi, nous sommes Américains. Un fait qui est d'ailleurs souligné sur la couverture de cet album. Allez voir leur page Facebook, ils ont partagé la genèse de ce succès, qui est très intéressante à regarder. Ils racontent les origines de la chanson dont la première mélodie date de 2014 et s'appelait Ben Country. Selon le compositeur, la chanson représente une sorte de diaporama social vu à travers la lorgnette du camionneur. C'est leur plus grand succès depuis des étoiles filantes. Et en général, qu'as-tu pensé de ce nouvel album, L'Amérique pleure? J'adore les Cowboys fringants et j'ai adoré leur nouvel album. Mes chansons préférées sont L'Amérique pleure, Ici-bas et Sur mon épaule. Ce que j'aime, c'est que même si les textes sont réfléchis et vrais, l'hymne est entraînante. C'est un peu comme si on dansait sur de la musique triste. Ça me rappelle un peu la musique de Karim Ouellet que j'aime beaucoup aussi. Cet album est une révélation pour moi et les antipodes devraient se retrouver dans chacun de nos bonnes Noëls. Les Cowboys font nettement partie de la culture québécoise, un succès à écouter absolument. Et d'ailleurs, pour vous mettre en appétit, voici l'excellente pièce Ici-bas. Malgré nos vies qui s'emballent dans une époque folle, où un rien nous détourne du simple instant présent, alors que tout s'envole avec le temps. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera, je m'accroche les pieds ici-bas. Celui qui nous fait vivre d'espoir, qui parfois fait si mal quand on reste sur le seuil d'une trop courte histoire, sans qu'on le veuille. Malgré la haine qui souvent nous retombe sur le nez et les caves qui s'abreuvent de ce triste crachat, je m'accroche les pieds ici-bas, ici-bas. Tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres. Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque pas, et ce jusqu'à mon dernier souffle. Ici-bas. Malgré les merdes, les revers, les choses qui nous échappent, les petits, les grands tourments, les erreurs de parcours et tout ce qui nous rattrape dans le détour. Malgré l'ennui, le trafic, les rêves inachevés, la routine, le cynisme, l'hiver qui finit pas, je m'accroche les pieds ici-bas, ici-bas. Tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres. Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque pas, et ce jusqu'à mon dernier souffle ici-bas.
Quelle belle chanson. Vous pouvez vous procurer cet album L'Amérique pleure sur toutes les plateformes, également en magasin, afin de vous laisser bercer par le rythme des cowboys pour égayer ce temps des fêtes qui s'annonce en solitaire. Et maintenant, Zachary va nous parler du dernier film de Christopher Nolan, Tenet. Oui, en effet, j'ai regardé le film Tenet et je l'ai bien apprécié. C'est un film qui m'a tenu en haleine tout au long de mon écoute, même si j'étais un peu mélangé. Ce trailer sorti cette année a été réalisé par Christopher Nolan. Christopher Nolan est un réalisateur britannique qui est reconnu aussi pour avoir réalisé des films tels que Dunkirk, sorti en 2017, Interstellar, sorti en 2014, Inception, sorti en 2010, ainsi que les films Dark Knight et Dark Knight Rises, sortis respectivement en 2008 et en 2012. Nolan a été nominé aux Oscars à 5 reprises pour ses films Memento, Inception et Dunkirk. Il n'a toutefois pas remporté d'Oscar. Tenet est le plus récent film que Christopher Nolan a réalisé. Et il suit la lignée de ses films où le point central de l'histoire est un casse-tête quantique. En gros, le film raconte l'histoire d'un agent de la CIA, surnommé le protagoniste, joué par John David Washington, qui doit empêcher la fin du monde. Lors de l'assaut d'une salle de concert à Kiev, en Ukraine, le protagoniste est recruté par une organisation ultra secrète pour retrouver l'origine des balles inversées, c'est-à-dire des balles qui reviennent dans le temps, grâce à une technologie qui semble provenir du futur. Son enquête le conduit à Andrei Sator, joué par Kenneth Branagh, un richissime industriel russe et trafiquant d'armes, qui a accès au futur et qui prépare une inversion du temps pouvant anéantir le monde entier. Pour l'approcher, le protagoniste tente de gagner la confiance de son épouse Kat, jouée par Elizabeth Debicki. Mais Sator les attend. Aidé par Neil, joué par Robert Pattinson, qui est un collègue britannique, le protagoniste se lance dans des combats à contresens en affrontant des soldats provenant d'une autre dimension de l'espace-temps. À mon avis, le film compte plusieurs points forts. Un d'entre eux est que les scènes de combat inversées sont très bien réussies. Tu peux vraiment voir les mouvements qui sont à l'endroit et ceux qui sont à l'envers. Par exemple, lors d'une scène en particulier où le protagoniste s'engage dans un combat contre un assaillant, on le voit frapper des coups à l'endroit et au contraire, on voit son ennemi faire des mouvements à l'envers. Un autre point fort est que même si le film est mélangeant, il y a toujours quelque chose pour montrer quand les objets et les personnes sont inversés ou non. Par exemple, pour les objets, au lieu de tomber par terre lorsqu'on les échappe, l'objet revient seul à eux. Pour les personnes, quand ils sont inversés, ils portent un masque d'oxygène car du côté inverse, il n'en a pas. Un autre point fort sont les effets spéciaux. Tout au long du film, il y a des effets spéciaux, mais à quelques reprises, ils doivent être inversés. Je trouve que c'était un détail intéressant, car ça donne du réalisme au film, même si celui-ci n'est pas très réel. Par exemple, dans une scène, on voit une voiture qui fait des tonneaux jusqu'à ce qu'elle soit à l'envers. Dans une autre scène, plus tard dans le film, on voit la même auto faire l'inverse. Elle refait des tonneaux, mais cette fois-ci, elle revient sur ses roues et continue à rouler à reculons. Le seul point faible que j'ai trouvé est qu'il n'y a pas vraiment de, comme on dirait en anglais, build-up à l'élément central de l'histoire, qui est l'inversion. Tu sais de quoi il s'agit dès le début du film. Alors, je peux dire que j'ai beaucoup aimé ce film. C'est le genre de film que j'aime écouter. Et c'est un film qui m'a tenu en haleine tout au long du visionnement. Alors, oui, je le recommande pour tout le monde, surtout ceux qui aiment les genres de films mélangeants d'action qui sont captivants. Merci beaucoup, Zachary. Des films mélangeants, captivants, en fait, Inception. On est habitué avec Nolan de ce type d'univers particulier qu'il crée pour nous. Maintenant, sur le site de la scène nationale du son, depuis septembre, on offre une pièce par mois en balado et j'ai défié Thomas et lui ai demandé d'écouter pour nous pour en finir avec octobre. Dans les faits, Thomas, de quoi parle cette balado? Eh bien, c'est une pièce qui remémore les 50 ans de la crise d'octobre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la crise d'octobre ou qui n'ont simplement pas vécu, c'était une période en octobre 1970 au Québec qui a commencé par une série d'événements perpétrés par le Front de libération du Québec.
un mouvement révolutionnaire qui utilisait la propagande et le terrorisme pour promouvoir un Québec socialiste et indépendant. C'était une époque de crise où le Québec était envahi d'actes terroristes causés par la FLQ. La crise a fait ses débuts le 5 octobre 1970 par l'enlèvement de James Richard Cross, un attaché commercial important pour le commerce britannique et québécois. Après que des négociations entre le FLQ et le ministre de la Justice allaient nulle part, le mouvement avait agi. Il kidnappe le ministre québécois Pierre Laporte le 10 octobre 1970 et le premier ministre Pierre Elliott Trudeau demande aux soldats de l'armée canadienne de se déployer partout dans le Québec pour sécuriser les membres importants, plongeant la province dans une période de peur, de stress et d'emprisonnement. De quelle façon ont-ils présenté ce texte? Vu la terrible situation qu'on était en train de vivre, il était impossible de jouer une pièce de théâtre tout en respectant la distanciation sociale. Mais il existe un format qui ne requiert pas d'avoir un public assis côte à côte dans une salle de spectacle. Pour en finir avec Octobre est une adaptation du livre de Francis Simard, lui-même felkiste, en balado-diffusion enregistrée en plusieurs parties racontant par, bien sûr, de l'audition. Oui, il faut écouter à la place de regarder. Ce n'est malheureusement pas le moyen de communication que tout le monde peut se fier, car beaucoup ont besoin de support visuel pour mieux comprendre que le son. Fort heureusement, je trouve que l'équipe a fait un excellent travail pour donner vie à la pièce sans avoir recours au visuel. Et comment as-tu trouvé cette pièce? Je l'ai trouvée excellente. C'est la première fois que j'ai écouté une pièce auditive et c'était une expérience très intéressante à assister. Si la pièce avait été lue par une seule personne sans rien ajouter, ça n'aurait été qu'une lecture d'un livre audio gratuit sans intérêt. Cette base, un livre. Donc, pour adapter le livre en balado-diffusion, il devait avoir une production qui équivaudrait à une émission de télévision. Il y a de la musique digne d'un documentaire à la télévision qui met de l'ambiance, plusieurs narrateurs qui lisent leur propre passage avec leur ton varié et des témoignages préenregistrés de plein de Québécois qui ont assisté à la crise d'octobre. À la fin de la première partie, j'ai senti des frissons partout dans le corps par la musique qu'une personne chante. C'était une pièce fascinante à écouter qui m'a permis d'en savoir plus sur la crise en elle-même. J'étais dans l'immersion totale et j'ai très apprécié. Et est-ce que tu la recommandes? Oui, bien sûr. C'est gratuit. Vous pouvez aller sur le site de la Scène nationale du son pour pouvoir écouter toutes les parties de la pièce. Il faudra cependant l'écouter tout de suite parce qu'il ne restera pas sur le site éternellement. Ce sont 8 enregistrements durant environ de 15 à 25 minutes avec un épilogue qui dure 2 heures environ. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Nous allons prendre une petite pause musicale avec la chanson Le Camarade, chantée par Vincent Vallière, sur une poésie de Gaston Miron, qui rend hommage à un jeune homme, Jean Corbeau, mort sous les bombes, en fait, en plaçant une bombe de la FLQ, justement. Donc, place à la musique. Camarade, tu passes, invisible dans la foule. Ton visage disparaît dans la marée brumeuse de ce peuple au regard épaillé sur ce qu'il voit, la tristesse partout, de beaux yeux de hublot. Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Tu écoutes les plaintes de graffitis sur les murs. Tu touches les pierres de l'innombrable solitude. Tu entends battre dans l'ondulation des épaules ce cœur lourd par la rumeur de la ville en fuite. Qui donc démêlera la mort de l'avenir?
Tu allèges un corbeau au rendez-vous de ton geste, tandis qu'un vent souterrain tonnait et cognait. Pour des années à venir, dans les entonnoirs de l'espérance, qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Pour ce quatrième segment, avant-dernier segment, en fait, depuis le début de la pandémie, depuis le début du cours, j'essaie de convaincre Claire-Élisa de lire Régent Ducharme, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je lui ai quand même lancé un défi de lire un roman sorti cet automne qui reprenait un peu cet univers de l'enfance difficile. Donc, Claire-Élisa, tu as lu pour nous un roman de Mélanie Michaud. Qui est cette jeune femme? C'est une auteure peu connue, née à Montréal. Elle a étudié le théâtre et le cinéma et est aujourd'hui technicienne, scénariste, humoriste et comédienne, entre autres. Et le roman, donc, qu'elle a écrit s'appelle Burgundy. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il s'agit de son premier livre, publié cette année en août aux éditions La Mèche. C'est un roman de 191 pages. Elle explique que, oui, Burgundy, c'est ma vie, inspirée de mon enfance et de ce qui m'entourait à cette époque-là, mais c'est romancé pour en faire une histoire. Je n'écris pas pour moi, mais pour que ce soit le fun à lire. Et que raconte l'histoire de ce roman? L'autofiction de Mélanie Michaud met en place son enfance dans les années 80, dans la petite Bourgogne, ou Burgundy, un quartier de Montréal. La narratrice n'aime pas vraiment son milieu d'origine et en dépeint les aspects les plus repoussants, comme la peur de se faire voler à n'importe quel moment, les aspects les plus désespérants, comme le fait que son père priorise le câble à la nourriture, et d'autres aspects plus heureux, comme sa mémère. Elle explique comment la menace de la violence physique, psychologique, verbale et la loi du plus fort régnaient dans son quartier, et le choc culturel lorsque sa famille a déménagé dans la banlieue montréalaise de Sainte-Catherine au tournant des années 90. Et quels sont les points forts, les points faibles de ce roman? C'est une lecture facile, de par son contenu où les 37 chapitres qui sont bien divisés, certains sont courts, certains sont plus longs, et tournent autour de thèmes tels la violence, le travail, l'école, le corps, la violence encore, les rêves, la famille, la religion et la violence, encore et encore. De plus, le texte en joual est rafraîchissant et très personnel, donc c'est intéressant la manière de ce que la narratrice voit dans « À toi pour toujours, ma Marie-Lou » de Michel Tremblay, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir le monde ordinaire dans des livres. Toutefois, c'est à double tranchant, parce qu'autant une femme québécoise qui a grandi dans les années 80 dans un milieu semblable va se retrouver totalement et être parfaitement charmée par la lecture de Burgundy, autant un jeune homme des années 2000 n'étant pas à l'aise avec le joual n'appréciera probablement pas du tout. Me trouvant personnellement entre les deux, il y a des passages que j'ai bien aimés et d'autres où j'ai totalement décroché. Tiens, dis-nous, quel est ton passage favori? J'ai bien aimé le chapitre 30, le clown qui rêvait d'être une princesse, où elle explique que contrairement aux autres jeunes filles, elle se retrouvait toujours avec un costume de clown Halloween et sans avoir vécu dans un milieu totalement pauvre, j'ai connu des situations semblables. Et le passage que tu as le moins apprécié? J'ai pas vraiment apprécié le chapitre suivant l'épilogue, Toune cachée, puisqu'il crée une distorsion avec l'univers créé en parlant d'un événement certes touchant, mais qui est arrivé des années plus tard, après avoir quitté Burgundy et sa famille. Et est-ce que tu le recommandes? En somme, Burgundy est un bon livre, drôle, avec un rythme rapide, donc si les récits d'autofiction sont quelque chose qui vous intéresse et que le joual n'est pas une barrière linguistique, c'est une lecture amusante et facile de chevet. D'accord. Merci beaucoup, Claire-Élisa. Cet automne, en cette période difficile de pandémie, pour aller vers notre chronique suivante, la salle de spectacle Jean-Marc Dion a tout de même présenté quelques spectacles, dont la pièce Omi Mouna, que Cindy a pu voir pour nous.
en fait, c'était le défi qui t'avait été lancé. Est-ce que tu peux nous parler de cette pièce? Qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, en effet, j'ai vu cette pièce qui est en réalité l'histoire du comédien et auteur de la pièce, Mohsen El Garbi. C'est une pièce tragicomique qui raconte son enfance où il a souffert de brutalité parentale. L'auteur ressent aujourd'hui la peur d'avoir hérité de cette violence de père en fils. Il partira donc à la recherche de l'histoire de sa famille. Il part en Tunisie tourner un documentaire sur son arrière-grand-mère, Omi Mouna. Là-bas, il va découvrir l'époque où elle était une jeune fille tyrannisée par un mari violent. Durant toute la pièce, Mohsen Garbi incarne plusieurs personnages pour reconstituer une partie de la vie de son arrière-grand-mère. Et dis-moi, Cindy, est-ce que c'était étrange de se retrouver comme ça à la salle après tous ces mois sans spectacle? Effectivement, c'était étrange d'y retourner dans les conditions actuelles. Les mesures d'hygiène et la distanciation brisent le côté chaleureux et rassembleur que la salle de spectacle nous procure habituellement. Pour ma part, on m'a attribué un siège au balcon, très bien situé pour voir la pièce, mais je me suis sentie bien petite dans une très grande salle vide. Oui, j'imagine. As-tu réussi malgré tout ça à apprécier la pièce, le spectacle? Malgré tout, j'ai quand même pu apprécier la pièce. Le fait d'être seule au balcon m'a permis d'être dans une bulle et j'ai même versé quelques larmes. Pour moi, le fait que le comédien soit seul sur une scène vide, ce qui peut paraître bizarre, a été mon point fort. Étant donné que nous n'avons rien d'autre à regarder que le comédien, il s'est créé une connexion spéciale avec lui et son histoire. J'ai été bouleversée par cette pièce. Étant mère, le sujet a été par moments difficile. Le comédien réussit quand même à nous faire rire avec ses anecdotes cocasses, ce qui rend le sujet un peu moins lourd. J'ai été complètement sous le charme de cette pièce. Cependant, ce que j'ai trouvé dommage est de ne pas pouvoir rencontrer seul à seul le comédien dû à la COVID. Mais il a quand même fait une petite période de questions dans la salle après la pièce. Mohsen El Garbi a tourné un documentaire de son voyage en Tunisie qu'il nous a présenté après la pièce. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver ce documentaire. Je vous recommande fortement de voir cette pièce, mais aussi et surtout de prendre du temps pour faire une sortie à la salle de spectacle. Durant ces temps difficiles, il est important de se changer les idées et le théâtre est une magnifique façon d'échapper quelque temps à la pandémie et nous réchauffe l'âme. Donc, pour finir, tu nous recommanderais une sortie donc au théâtre? Oui, le théâtre, en fait, toute sortie nous change les idées et permet à notre imaginaire d'échapper à la pandémie le temps d'un spectacle. Omi Mouna, par ses thèmes de la famille, de l'amour, de la transmission, nous plongeait totalement dans cette possibilité et je suis prête à aller voir tout ce qui sera présenté cet hiver. Parfait. On va suivre nous aussi cette recommandation-là. Avant maintenant de plonger dans notre dernier segment d'émission, les étudiants et les étudiantes ont choisi pour vous la chanson toute récente de Salomé Leclerc et de Cédric Saint-Onge, « L'amour ne dure pas toujours ». Pourquoi t'inquiète mon silence? Crois-moi, tu n'as plus de recours que prendre ton mal en patience. L'amour ne dure pas toujours. Tu te jouais de moi, je pense, quand je croyais t'aimer d'amour. Aujourd'hui change la balance. L'amour ne dure pas toujours. Tu as été mon espérance. Je t'ai appelé au secours. Tu vas bien tard, mais pour ma chance, l'amour ne dure pas toujours.
s'est passé en quelques jours. Avant, après, c'est la souffrance. L'amour ne dure pas toujours. Ce ne fut donc qu'une expérience. On s'est trompé chacun son tour. Mon cœur fatigué prend vacances. L'amour ne dure pas toujours. L'amour ne dure pas toujours. L'amour ne dure pas toujours. Oui, oui, je vous rassure, l'amour dure toujours. Et avant de plonger, donc, comme avant-dernière chronique, vous êtes toujours à l'écoute donc des illettrés transcendants. Notre joueur en chef, Thomas Ricci, s'est prêté au jeu de la réalité virtuelle avec The Book of Distance, le livre de la distance. Thomas. Oui, si nous voulons partager et encourager les créations canadiennes et québécoises, c'est toujours en rapport avec les livres, les pièces de théâtre, la musique, les films, etc., etc. Mais il y a un domaine que j'ai exploré, qui en fait rarement partie, c'est les jeux vidéo. Cependant, il y a une attrape. Ce n'est pas seulement qu'un jeu vidéo, mais une expérience interactive. Le jeu que je vais présenter s'appelle The Book of Distance, traduit en français par Le livre de la distance. Il s'agit d'un jeu vidéo interactif en réalité virtuelle édité par l'Office national du film du Canada et réalisé par Randall Okita. Le réalisateur, lui-même présent dans son jeu, nous raconte l'histoire de son grand-père qui a déménagé du Japon en 1935 pour aller vivre au Canada. Le jeu est disponible sur la boutique Steam, Viveport et Oculus en langue française, anglaise et japonaise. Un casque de réalité virtuelle comme l'Oculus Rift, le Valve Index, le HTC Vive ou le Windows Mixed Reality est obligatoire pour jouer à ce jeu. Il n'y a aucune possibilité d'y jouer sans. Le jeu commence en ouvrant un journal contenant des photos d'un homme du nom de Yonezo Okita. C'est ici qu'une projection en 3D du réalisateur Randall Okita s'adresse aux joueurs à l'intérieur du jeu. Il est ici pour raconter l'histoire de son grand-père Yonezo. Nous suivons indirectement le parcours de son grand-père en interagissant avec les objets, comme si nous étions présents dans la vie de son grand-père. En 1935, Yonezo Okita quitte sa famille d'Hiroshima pour aller vivre au Canada et fonder une nouvelle famille. Il a vécu une nouvelle vie normale en construisant une nouvelle maison, un jardin et un potager avec sa nouvelle famille. Cependant, la Seconde Guerre mondiale était à quelques années de commencer et le racisme envers les Japonais commençait à se montrer petit à petit, car le Japon était devenu l'ennemi du Canada pendant la guerre. Tous les Japonais immigrés du Canada se sont forcés à abandonner leur maison et vivre dans des camps contrôlés par l'État. Le réalisateur montre et décrit le parcours et la souffrance de son grand-père en racontant aux joueurs l'histoire de l'immigration et la discrimination des Japonais durant les années 40 au Canada. Le jeu utilise à son avantage des techniques issues du cinéma et du théâtre pour transposer son récit personnel en réalité virtuelle de la façon la plus immersive possible. C'est comme si le réalisateur nous adressait vraiment, grâce à son modèle 3D et avec l'utilisation de la capture de mouvement, comme dans les films en animation 3D ou dans les jeux vidéo. Randall Okita a généreusement inséré des archives familiales pour ajouter un élément de réalisme immersif et émouvant. Les décors en 2D et en 3D sont fabriqués à la main et sont inspirés de gravures sur bois japonais comme ceux d'un conte pour enfants. Toutes mes actions semblaient vraiment influencer l'histoire. J'ai aidé à mettre une clôture en bois, j'ai aidé à planter des graines pour leur potager et j'ai donné mon passeport à l'agent de garde pour passer la frontière avec Yonezo. Il est passé devant moi et j'avais l'habitude réelle de vouloir reculer pour le laisser passer alors que je n'étais pas obligé. C'était une expérience très immersive et je ne regrette pas d'avoir fait The Book of Distance, mon premier jeu en réalité virtuelle. Le jeu ne possède pas de défauts majeurs à citer, à part quelques soucis techniques qui n'ont aucun lien avec le jeu. Il demande d'avoir beaucoup d'espace pour éviter de heurter ou casser quelque chose sans s'en rendre compte.
Le jeu est aussi très court. Il dure environ 25 à 30 minutes. Bien sûr, j'aurais aimé en voir plus, mais le contenu que le jeu donne est assez suffisant pour pouvoir parler et analyser sa conception sous l'œil d'une personne normale comme moi. Est-ce que je le recommande? C'est dur à dire. Si vous possédez un casque de réalité virtuelle, oui, je peux le recommander facilement. Cependant, si vous n'en possédez pas, je ne peux malheureusement pas le recommander vu le prix ahurissant d'un casque VR, qui équivaut plus de 400 $, tout dépendant de la marque. Il faudrait mieux d'utiliser ce 400 $ sur quelque chose d'autre qu'un casque, à moins que vous ayez le budget nécessaire pour ne pas vous ruiner. Merci beaucoup, Thomas, de ces recommandations financières. On va attendre effectivement que tout ça se démocratise pour pouvoir vivre cette expérience qui m'a l'air quand même, somme toute, agréable. Pour terminer, Marianne nous présentera Nadia Butterfly, dont nous allons entendre un court extrait. Je connais pas grand monde dans ton âge qui ont voyagé comme ça partout autour du monde. C'est sûr là, que la piscine à Moscou, la piscine à Budapest, c'était bien beau, là. Mais c'est quand même juste des piscines. 29,7, 29,9. 30,4, 30,7. C'est bon, guys. Come on. On y retourne. Et... hop! Tu te rappelles-tu la première fois que t'as fait un 200 fly? Je pense que t'avais 11 ans. Je me rappelle tellement, là, je t'ai vu, je me suis dit... Hey, elle va aller loin. En fait, que dire de ce film rien de moins que magnifique. Contrairement aux autres récits sportifs, Nadia Butterfly fait complètement chambre à part. De plus, il est aussi très particulier dans la mesure où, comme le dit le critique de cinéma Marc-André Lucier, c'est carrément une étude psychologique qui fait vivre pleinement les derniers Jeux olympiques de Nadia Baudry, la protagoniste, qui, pendant ce temps, essaie également de trouver sa voie à travers les commentaires de son entourage qui, constamment, ne cessent de la convaincre de ne pas lâcher la natation. Ce monde, dans lequel elle vit depuis son tout jeune âge, ne fera bientôt plus partie de son quotidien. Les Jeux de Tokyo, qui devaient avoir lieu, on se rappelle, à l'été 2020, se présentent comme son ultime compétition. Dès le départ, on rentre dans l'intimité de la nageuse. On suit sa course en solo, un 100 mètres papillon que malheureusement, elle ne gagnera pas. Le lendemain, elle fait une course à relais avec ses coéquipières. Résultat, elle gagne la médaille de bronze. Elles sont heureuses et doivent faire des entrevues. Par contre, on peut voir que Nadia est souvent dans ses pensées. Elle semble triste tout en essayant de faire comme si de rien n'était. Par moments, elle enregistre des sons pour se rappeler plus tard de ses beaux moments. Elle est pleinement consciente de ce qui lui arrive et malgré les avis des autres qui essaient de la convaincre de rester, elle sait ce qui est le mieux pour elle. Nadia Butterfly est le deuxième long métrage de Pascal Plante et le rôle-titre est interprété par la nageuse Catherine Savard. Dans ce rôle, elle est secondée par son amie tout aussi nageuse Ariane Mainville et par l'acteur Pierre-Yves Cardinal. Ce drame dure environ 107 minutes. C'est l'histoire des Jeux olympiques, mais surtout de l'histoire de la dernière course de Nadia. L'histoire est complètement centrée sur celle-ci. En ce qui concerne Catherine Savard dans le rôle-titre, il faut souligner que c'est sa première participation au grand écran. Elle a été abasourdie par l'organisation du film qui a été tourné en un bloc intensif sur 14 jours. Ce film expose le sport et ses efforts physiques importants de très près. En effet, que ce soit en dehors de l'eau ou sous l'eau, la caméra est toujours près de la protagoniste. C'est un point de vue très intéressant qu'on voit rarement dans d'autres films. Le film exploite bien la période de transition entre la pratique, la grande compétition et le retour à une certaine réalité qui est tout sauf normale. J'ai adoré en grande partie ce film. En fait, la partie que j'ai la moins aimée, c'est après sa dernière course, lorsque Nadia et ses coéquipiers sportifs décident de se rejoindre à une fête où il y a une sérieuse débauche. C'était un peu trop. Les orgies et la drogue intense, c'était à la limite déplaisant visuellement et pour moi, cela ne cadrait pas avec le monde sérieux et organisé d'une Olympienne. Cependant, pour toute cette intensité construite progressivement jusqu'à ce 100 mètres papillon extrêmement poignant et qui rappelle la publicité de Under Armour avec Michael Phelps, Nadia Butterfly est un film intriguant et réaliste à découvrir. Et merci beaucoup, Marianne, pour cette dernière chronique qui clôt notre saison bien occupée, ma foi. Je voudrais remercier chacun d'entre vous.
de vous être prêté au jeu de la chronique. Et comme professeur, il est toujours agréable de voir grandir ses élèves et j'ai eu la chance de vous voir changer, maturer. Bonne session et au plaisir de vous retrouver en janvier. Profitez bien de vos vacances. Nous vous abandonnons, cher public, sur une chanson de notre vedette locale, grand gagnant du concours Talent Bleu présenté à TVA cet automne. Et je me joins à Cindy, à Claire-Élisa, à Thomas, à Marianne et à Zachary pour féliciter Scott Pien-Picard et vous lancer sur sa chanson, et vous laisser, sur sa chanson Atikamekinou. Au revoir à tous, reposez-vous bien. C'était Les Illettrés Transcendants, une émission radiophonique entièrement conçue par les étudiants et les étudiantes du Cégep de Sept-Îles. Donc, merci à tous et à l'année prochaine.